Évaluation de la crise sanitaire en République démocratique du Congo après l'annonce de la troisième vague de la Covid-19. Verrouillage des postes dits de souveraineté sur fond de nationalité. Vrai, faux débat. Monsieur Zedam, John Chitende reçoit pour vous Prince Epenge de la Mouka et Yael Kankou de l'UDPS dans Pièce contre pièce, acte 23. Bienvenue. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous, c'est bel et bien pièce contre pièce. Votre fidélité nous honore et nous pousse à vous servir davantage avec moi, Prince Epenge. Bienvenue. Merci Ndeko John. Je dis bonjour à mon co-débatteur et un grand bonjour à tous ceux qui vont nous suivre. Toujours présent, toujours disponible à notre invitation. Merci beaucoup. En effet, c'est un devoir, c'est un honneur que de partager avec vous et avec tous les compatriotes qui veulent en savoir plus sur la manière dont la patrie est gouvernée. Surtout qu'il y a de la matière, on va en parler en face de vous. Pour la toute première fois, nous sommes honorés de la présence de Yael Kankou. Merci d'être là. Bonjour John. Vous allez bien? Je vais très bien, c'est moi qui vous remercie. J'ai salué par l'invocation Prince Epenge. C'est la première fois qu'on va débattre, moi et lui. Bon, j'espère que ça va se passer dans... Comme on nous a rappelé, Prince Epenge de la Mouka et vous êtes de l'UDPS. Je suis membre de l'UDPS, mais ici, je suis venu dans mon propre nom. Je ne parle que à mon propre nom. Tout à fait. Tout ce que je vais déclarer ici me concernera que moi-même. Prince Epenge, rapidement, la Covid-19, troisième vague, ça vous inquiète? Ou pensez-vous que derrière cette annonce, parce que c'est une annonce officielle, se cacheraient des visées beaucoup plus obscures? Écoutez, cette pandémie, elle est réelle. Ses conséquences sont visibles. Je suis très souvent amené à être en contact avec certains Congolais de la diaspora. Je dois vous dire que la communauté congolaise en Europe comme aux États-Unis a été sérieusement touchée par cette pandémie. Ici à Kinshasa, il est vrai que les gens ont du mal à croire à l'existence de cette pandémie et pourtant, là encore, il y a des victimes. Certes, en des proportions négligeables ou je veux dire insignifiantes, mais la maladie est là. Ce qui pose problème, c'est la gestion de la pandémie. Hier n'était pas bonne, qui aujourd'hui continue à être, je vais dire, pas bonne, et je n'ai pas un grand espoir que la gestion de cette pandémie s'améliore demain par rapport à ces autorités qui gèrent les choses à leur manière. Et j'ai rencontré pas plus tard qu'avant-hier un monsieur qui me dira que Prince, est-ce que vous savez que monsieur Félix Tshisekedi a été déjà vacciné en catimini? C'est qui est une bonne chose. Le fait qu'il soit vacciné, bonne ou mauvaise, je ne suis pas là pour le dire. Mais pourquoi Félix se ferait vacciner en cachette alors qu'il est censé prêcher par l'exemple? J'ai demandé au monsieur de me justifier cela. Il me dira, mais est-ce que vous savez qu'il est amené à beaucoup voyager et quand il va en Europe, normalement, tous les chefs d'État européens comme américains, avant que vous veniez les voir, il faut que vous soyez vaccinés. Et que même les ministres des Affaires étrangères et d'autres chefs de corps diplomatiques qui voyagent en Europe, aux États-Unis, sont déjà vaccinés. C'est presque la norme maintenant. Avant d'aller en Europe, avant d'entrer à l'intérieur des frontières européennes ou américaines, oui, il faut d'abord être vacciné. Donc, Félix se serait vacciné. Mais pourquoi il a fait en cachette? Là, on ne sait pas. Mais je souhaite en tout cas que cette pandémie prenne fin parce que ses conséquences sont là. Mais j'insiste sur le fait que jusqu'à aujourd'hui, les Congolais doutent de l'existence de cette maladie. Je pense que vous avez assisté vous avez vu une vidéo qui a fait buzz au Katanga
où on a vu Félix et ses ministres ainsi que ses généraux violer la mesure de couvre-feu, violer les mesures de distanciation sociale en disant à ses ministres et à ses généraux que, écoutez, comme je suis le chef de l'État, je suis là, vous avez le droit de violer l'instant où on est là, mais que les Congolais, qui sont des moins que rien, ils peuvent continuer à dormir à 20h, à 21h, parce qu'il y a des mesures de couvre-feu. Les Congolais peuvent continuer à porter les masques, mais lui, chef de l'État, il a les droits sur tout, il peut violer tout. Donc ça donne pas là, ça n'inspire pas aux Congolais de respecter les mesures de distanciation sociale et les mesures prises justement pour mettre fin à cette pandémie le plus vite possible. Donc, le comportement de certains responsables politiques congolais n'a pas aidé la population à prendre conscience de la gravité de la chose. On n'est pas encore sorti de la première vague, qu'on est arrivé déjà à la deuxième vague. On n'est pas encore, je vais dire, limité ou contrôler la deuxième vague, qu'on nous parle déjà de la troisième vague. Au point où on s'est dit, est-ce que ce n'est pas une façon toujours de continuer à contrôler la population? Parce que quand vous voulez faire une marche, c'est tout nous de la Mouka, on nous dit, oui, mais il y a la corona. Oui. Mais quand l'IDP se fait des marches, là, il n'y a pas de corona. Quand Félix rassemble les gens à Lubumbashi, à Kinshasa ici, il n'y a pas de corona. Quand Martin Fayulu appelle à la marche, oh non, il y a corona, vous ne pouvez pas marcher. Ça devient une arme. Ça devient une arme politique. Et c'est extrêmement grave parce que c'est exactement ce que Kabila faisait. C'est exactement ce que Félix est en train de faire. Heureusement que les Congolais ne sont plus dupes. Ils comprennent que cette histoire de corona est devenue de plus en plus une arme politique qui permet à justifier l'interdiction des marches et qui permet aussi à ce que les autres se fassent de l'argent dans les deux des Congolais. Et c'est extrêmement grave. Il y a un temps où ça devient un fonds de commerce, c'est cette histoire des Covid, mais en même temps les conséquences sont réelles. Je crois que même Prince Epenge l'a dit. Maintenant, les Kinons, les Congolais se posent des questions sur quel pied danser. Faut-il y croire? Faut-il ne pas y croire? En même temps, c'est dangereux aussi. Et que faire maintenant? Alors, comme l'a dit mon co-débatteur, la pandémie est réelle, elle existe. Même si l'on sait que c'est une pandémie, c'est un virus qui n'est pas naturel, parce que les plus grands professionnels du métier, je citerai Luc Montagnier par exemple, le plus grand virologue français et l'un des plus grands dans le monde, avait bien affirmé que ce virus, c'était un virus manipulé. Ce n'est pas un virus naturel. C'est un virus qui a été manipulé dans le laboratoire de Wuhan. Par les humains. Par les humains. Dans quel but? Il y a beaucoup à dire là-dessus. Les lanceurs d'alerte avaient déjà commencé à en parler avant même que l'on parle du vaccin. Au mois de janvier, février, mars 2020, beaucoup de lanceurs d'alerte en Europe en parlaient déjà. Alors là, que mon combatteur dise que le président Fachi se serait fait vacciner en catimini, alors là, ce sont des supputations. On ne peut pas débattre sur quelque chose. Il a dit même, on m'aurait dit, quelqu'un m'aurait dit. Donc, on ne peut pas débattre sur des choses qui ne sont pas réelles. Le vaccin comme tel n'est pas encore obligatoire. Ça, c'est totalement faux. Moi, j'ai eu il y a 3 semaines un jeune qui est venu de Paris, ici. Je lui ai demandé si on l'a obligé à se vacciner. Il m'a dit non, il y a juste le test qui est obligatoire, mais pas le vaccin. Le vaccin n'est pas encore obligatoire. Alors, quant à dire que tous les chefs d'État du monde se sont fait vacciner, là aussi, il y a à boire et à manger. On ne peut pas obliger un chef d'État à se faire vacciner, d'autant plus que même le plus petit citoyen européen n'est pas obligé à aller se faire vacciner. On incite les gens à aller se faire vacciner, mais le vaccin n'est pas encore obligatoire. Jusque-là, c'est pas encore obligatoire. C'est pas encore obligatoire. Bien que et quand on voit toutes les vidéos qui circulent à propos aussi de ces vaccins, ça fait mal au dos. Hein. Il y a plein de vidéos qui circulent à propos de ce vaccin. Oui. On a vu les gens décédés 3 jours après avoir été vaccinés. Oui. On a vu plein de vidéos où il y a des paralysies faciales. Il y a des métaux qui collent à la peau. Cette fois-ci, tu mets ton Android à l'endroit où tu as été vacciné. On a vu plusieurs vidéos, ça colle, ça ne tombe pas. Donc il y a de quoi se poser des questions sur ces vaccins-là. Luc Montagnier, d'ailleurs, c'est l'un des plus grands virologues dans le monde. Alors, 3e vague en RDC à Kinshasa. Une invention, une affabulation. Alors, je finissais. Luc Montagnier a affirmé que les gens qui se sont fait vacciner
avaient une espérance de vie maximale de 2 ans. Dès l'instant où ils se sont fait vacciner, ils ne peuvent que vivre 2 ans au maximum. C'est la deuxième personne qui affirme ça. C'est un scientifique, un grand scientifique. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On n'en sait rien. Alors, quant aux vagues, personnellement, en tout cas, ça... Troisième vague. Personnellement, ça n'engage que moi. Je n'ai jamais vu d'ailleurs le passage de la première à la deuxième vague. Je ne sais pas comment on peut l'affirmer. Le 21 juin, à Paris, il y a eu la fête de la musique. Le 21 juin 2020, il y a eu la fête de la musique. Tout le monde l'a vu partout. Les jeunes, les vieux, les adultes étaient dans les rues. Personne ne portait de masque. La distanciation physique n'était pas respectée. Aucun geste barrière. Aucun geste barrière n'était respecté. On s'attendait à ce que dans 2 semaines, dans 3 semaines, que les hôpitaux soient pleins, mais rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Cela ne veut pas dire que la pandémie n'existait pas. Non, la pandémie existe bien. Parce qu'ils savent très bien qu'ils l'ont créée, ils l'ont balancé à la population, donc la pandémie existe. Mais on a l'impression qu'on utilise cette pandémie-là pour faire peur aux gens, pour empêcher, en tout cas, il vient de le dire lui-même, et ça c'est dans le monde entier, les populations commencent à se demander si ce n'est pas un prétexte pour les empêcher de vivre normalement. Et la troisième vague, je ne sais pas quand est-ce qu'on est passé de la deuxième à la troisième. Pour faire peur aux gens. Alors quand est-ce qu'on est passé de la deuxième vague à la troisième vague? Comment on a pu mesurer ça? Ça, c'est difficile à dire. Ce qui fait que ça ne fait qu'installer des doutes. Bien sûr, il y a des doutes partout dans le monde. Et la gestion de cette crise sanitaire en RDC? Alors la gestion, vous savez, quand ça commençait dans un pays comme la France, par exemple, il y a eu beaucoup de débats, rien que pour le masque. Les scientifiques, les médecins disaient le masque n'était pas obligatoire. En français, le masque ne servait à rien. Et le président de la République, M. Macron, qu'est-ce qu'il disait? Il envoyait son Premier ministre qui répétait tout le temps, nous écoutons ce que disent les scientifiques. On ne peut pas demander au président Fachi de gérer la pandémie. Ce n'est pas son rôle. Lui, il écoute les scientifiques congolais. Si les scientifiques vous disent, voilà ce qu'il y a, on doit faire ceci, vous n'allez pas leur dire non parce que vous n'avez aucun élément qui vous permette de prendre une décision dans le sens contraire de ce qui est annoncé par les scientifiques. Donc, on ne peut pas blâmer le président Fachi pour la gestion de la pandémie. Là, il faut voir avec les scientifiques congolais. Ils nous disent la vérité, vrai ou faux, on n'en sait rien. Mais c'est à eux de gérer ça. Ce n'est pas au chef de l'État. Le chef de l'État a plein d'autres chats fouettés, notamment... Mais c'est tout de même lui le garant de la nation. Oui, mais le garant de la nation. Oui. Pourquoi les scientifiques existent? Les politiques, on les aide à prendre des décisions. C'est pour ça que beaucoup de sciences ont été développées pour aider les scientifiques, les politiques à prendre des décisions. Donc ce sont les connaisseurs, les scientifiques, les sachants qui aident les politiques à prendre des décisions. Un politique ne va pas suivre parce que je suis président, docteur tel m'a dit ceci, moi je dis non, je suis président, ne faites pas ça. Ça, ce n'est pas le rôle du président de la République. Parce que vous avez certes réagi, le monde évolue. Deuxième point, la congolité. Il y a un débat houleux en ce moment. On parle même des verrouillages de certains postes dits de souveraineté, notamment celui de la magistrature suprême, ne peut être président de la République en RDC qu'un Congolais né des pères et des mères. Prince Pégué, trouvez-vous qu'une telle thèse, une telle démarche peut être soutenue? Le débat si la congolité est en réalité le débat si l'imbécilité. Oh, mais pas des mots si durs. Si. Pour tout celui qui a sillonné le monde, comme disent les Anglais, the small world, c'est un tout petit monde. Le monde est devenu un village planétaire. Personne n'est aussi suffisamment ignorante pour amener un tel débat. C'est de la pire distraction, de la pire diversion. En réalité, le débat sur la congolité que j'appelle le débat sur l'imbécilité vient des officines de l'UDPS. Ah bon? C'est en réalité
un principe simple qui consiste à déplacer les débats, à distraire les gens. Noël Tchani est là avec ces débats pour faciliter les passages en force de M. Félix Tshisekedi avec la proposition de loi Lutundula si la CENI. Tromper l'opinion, divertir l'opinion. Que les Congolais se fassent divertir par le débat sur la nationalité et que Félix avance rapidement avec la loi sur la CENI, avec la préparation de la fraude en 2023. Comme vous l'avez constaté à l'Assemblée nationale où ils se sont partagés la CENI, lui et Kabila. Oui, on va en parler. Et on va en parler, mais c'est ça la logique. Noël Tchani a vécu aux États-Unis, a des enfants qui sont américains. Il semblait même qu'à Kinshasa ici, il n'aurait même pas de maison. Moi, j'ai vécu... Mais là n'est pas le problème. Si. Pour être Congolais, il faut avoir une maison. Je voudrais vous dire qu'on peut être Congolais, des pères et des mères, et être traître à la nation, et détruire le pays. Je vais vous donner l'exemple. Allez à l'Équateur. Mais l'Équateur était un grand village. Mais le bois de l'Équateur est dans tous les grands salons du monde, dans les salons les plus grands riches du monde. Commençons par les Wingé. Mais les enfants de l'Équateur sont pauvres. Allez voir les écoles à l'Équateur. Une école primaire à l'Équateur. C'est pitoyable. Un morceau de bois de 30 cm de largeur, sa peinture, sans la couleur noire, qui sert d'écritoire ou de tableau. Mais c'est les enfants de l'Équateur qui ont détruit l'Équateur. Les Congolais à 100%. Allez en Bujimaï. Bujimaï, c'était un grand village. Même tableau. Bujimaï, c'était un grand village. Mais les diamants de la Miba, allez en Suisse ou au Luxembourg, je ne sais pas encore dans quel pays, en Hollande. En Israël. En Israël. Mais les diamants de Bujimaï n'ont pas servi à construire Bujimaï. Qui ont dirigé la Miba? Qui dirige la Bujimaï? Qui ont dirigé Bujimaï? C'est les enfants, les Congolais des pères et des mères. Ils ont détruit, ils ont négligé. Bujimaï est en insécurité alimentaire jusqu'à aujourd'hui. C'est un faux débat. C'est un vrai faux débat, mais au-delà d'un faux débat, c'est de la pire distraction de l'IDPS qui a amené Noël Tchani. Comme Noël Tchani veut que Félix lui donne un poste, il est obligé à... Mais les cadres de l'IDPS ont brisé les tons, ont brisé les silences, on nous a même les tons en prenant leur distance avec Noël Tchani. Comment voulez-vous dire que c'est la sorte des officiers? C'est une stratégie politique normale. Vous avez vu pour le cas Kagame. Kagame insulte les Congolais, Kagame crache sur les morts congolais, Kagame fait ni l'histoire du Congo, ni les massacres au Congo. Kagame insulte le docteur Mukwege. Félix Tshisekedi joue sa partition, appuie Kagame, qui est son ami, qui est son partenaire, qui est son frère. Mais de l'autre côté, on dit à Kabound, toi tu vas jouer à l'équilibre, tu vas condamner les propos de Kagame. De la même manière, vous avez vu Kabouy a dit que Kabila nous a donné le pouvoir, il faut se respecter Kabila. On a vu Kabound dire tout celui qui vient à l'IDPS inciter Kabila, n'aime pas Fathi, est un ennemi de l'IDPS. Mais les autres disent non, Kabila c'est un méchant, Kabila c'est un dictateur. Il joue les partitions. Oui, chacun il se répartit sur le rôle à l'IDPS. Donc nous ne pensons pas que c'est un bon débat. C'est un débat inutile. Je ne vais même pas en parler ici. On veut tout simplement distraire l'opinion pour que Félix puisse passer sa loi sur la CENI où on voit... C'est ça la stratégie. Mais bien sûr. Et vous avez vu que pendant que les gens parlent de la nationalité... Ici, on veut faire passer ici, Mbosso, Kabound, on fait passer à la vitesse du son la loi sur la CENI. Ils donnent des délégués à Kabila, 4 délégués à l'IDPS. Voilà la finalité du débat sur la nationalité. Le temps que Yael, quand de l'UDPS, bien sûr, réagissent, en réalité, ces débats sur la congolité, je ne voulais pas utiliser les mots employés par Prince Epenge, mais c'est plutôt de la diversion.
c'est de la distraction, c'est pas un débat emporté en ce moment. Alors, parmi les gens qui sont contre cette proposition de loi de Tchani, de M. Tchani, comme vient de le dire Prince Ebengue, un des arguments cités, c'est qu'il existe des Congolais d'origine qui sont incompétents, qui ont payé le pays, etc. etc. Ouais, systématique. Est-ce pour autant qu'il n'en existe pas des originaires du Congo qui soient compétents et qui soient honnêtes et droits? Moi, je vais vous dire une chose. Il y a un monsieur martiniquais c'est lui qui avait dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette était située au Congo, donc Frantz Fanon. Ce monsieur a dit également, écrit également un bouquin intitulé Peau noire, masque blanc. Peau noire, masque blanc. Tu comprends ça? Donc l'homme noir colonisé, c'est un homme dont on a tout vidé. Il n'y a plus rien de noir, de nègre dans l'homme noir colonisé. Les colons, avant de partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé toutes les sociétés africaines. Ils ont placé à leur place des blancs à la peau noire. Tout le modèle de tous les pays africains, y compris notre Congo, est totalement extraverti. Donc on a appris aux Noirs à travailler pour l'extérieur. Tous les Noirs qui ont pris la relève après les indépendances ont été formés dans ce sens-là. Donc il n'est pas étonnant que l'on trouve à la Miba, à la Jacquemin, je ne sais pas trop, les Congolais d'origine qui aient travaillé que pour extravertir l'économie congolaise. Ça ne se passe pas qu'au Congo, ça se passe dans tous les pays africains. Vous comprenez ça? Alors, M. Tchani, pourquoi l'accuse-t-on? Moi, je ne peux pas comprendre qu'un Congolais de souche qui aime son pays puisse s'opposer à ce que le pays soit dirigé par les fils du pays. M. Tchani n'invente rien. Revenons à nos ancêtres. Un Moulouba qui quittait Mboujimaï, qui allait chez le Bayombe dans le Bas-Congo, qui épousait une femme où me faisait des enfants, ce monsieur avait droit à tous les avantages socio-économiques chez le Bayombe. Mais ni lui, ni ses enfants ne pouvaient jamais monter sur le trône. Jamais. Impossible. Dans le Kasaï, pareil, partout dans le monde, dans le monde africain. Mais le monde évolue, ça veut dire quoi? Tous les pays du monde sont évolués. Jamais. C'est un leurre. L'heure est à l'ouverture. C'est un leurre, mon ami, je vous dis. Dans tous ces pays européens-là, qui s'étardent d'être les grandes démocraties, leur pouvoir est verrouillé. Dans un pays comme la France, l'Angleterre, tous ces pays-là, qui sont soi-disant des pays de grande démocratie, il y a déjà un petit cercle qui tourne autour du pouvoir. Personne d'autre ne peut rentrer dans ce cercle-là. Parmi les fils du pays, il y a déjà un cercle fermé. Verrouillé. Vous comprenez ça? Moi, j'avais suivi un débat entre Giscard d'Estaing et François Mitterrand en 1981, lors des élections présidentielles. Comme M. Mitterrand n'arrêtait pas d'accuser Giscard d'avoir du sang sur les mains, de manger avec Mobutu, de manger avec Bokassa, etc. Giscard était fatigué, il lui a dit, M. Mitterrand, si vous êtes élu président et que vous allez lire notre livre d'or, qui n'est lu que par les présidents élus, vous allez changer d'avis sur tout ce que vous êtes en train de raconter. Est-ce que vous avez entendu ça? Une façon de verrouiller le pouvoir des gens. Un livre d'or qui n'est lu que par les chefs d'État élus. Et quand Mitterrand est élu président de la République française, ce qui nous a étonné à l'époque, nous étudiants congolais à Zaïrois, en Europe, nous qui comptions sur Mitterrand, on dit lui il arrive au pouvoir, Mobutu s'en va, tout change. Il a fait 2 voyages d'affilée en l'espace de 2 mois aux Zaïre de Mobutu. Et il a nommé son fils Christophe chargé des affaires africaines. Il n'a plus parlé du sang sur les mains de Mobutu, ni sur le sang sur les mains de Bokassa. Donc, tous les pays du monde entier travaillent pour leur propre intérêt. Les Européens, les Américains, les Asiatiques travaillent pour leur propre intérêt. Vous voyez le système chinois. Quel étranger peut devenir président en Chine? Impossible. En Russie, lors de l'URSS... Non, mais le fait d'être né d'un père non congolais ou d'une mère non congolaise ne fait pas de vous un non congolais. Alors, nous avons des... On est congolais soit de par son père, soit de par sa mère. Non, mon ami, on est congolais soit par son père, par sa mère. Ça, c'est ce que j'appellerais moi être admis congolais. Mais un vrai Congolais, il est de père et de mère d'origine, de père et de mère d'origine congolaise. On a vu plein de cas dans le monde, y compris au Congo, des gens qui avaient des origines étrangères, et quand ils dirigeaient le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout envoyé à l'extérieur, dans leur pays. Ici, on peut citer sous Mobutu des camps de gens comme Setial, qui est enterré au Portugal. Il a mené toute sa fortune.
Cardozo, le Sembe, Mobutu l'avait même cité dans ses discours. Ben, il est où? Il est rentré au Portugal, il a détourné tous les fonds que les bailleurs ont envoyés pour le Congo, il a envoyé ça en Angola. Mais quand on a voulu le poursuivre, monsieur a foutu le gars au Portugal avec son passeport portugais. Je suis un Portugais. Nous allons au Pérou. Le Pérou a eu un président d'origine japonaise. Au Pérou. Ce monsieur a détourné plein de fonds. Mais quand la justice péruvienne a voulu le poursuivre, monsieur est allé au Japon, il se protège du Japon. Et je vais vous citer le cas d'un chef d'entreprise, hein, qui n'est pas un politicien, Carlos Ghosn. Carlos, un Français, franco-libanais, brésilien. Vous voyez déjà les origines franco-libanais, brésiliens. Oui. La Renault française s'allie à la Nissan japonaise. On y ajoute la Mitsubishi. Ce monsieur est nommé PDG. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mal payé, très mal payé les ouvriers et travailleurs japonais. Tous les fonds balancés en Europe. Et quand on l'a mis aux accusations, qu'on l'a arrêté, qu'on l'a foutu en prison, il a payé une caution. On l'a mis en liberté provisoire en disant vous ne sortez pas du Japon jusqu'à ce que le jugement soit terminé. Bref, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fouillé, il est allé se cacher où? Au Liban. Dans son pays d'origine. Ça a toujours été comme ça, mon ami. Alors, on ne comprend pas comment un Congolais peut s'opposer à ce que le pouvoir soit aux mains des Congolais d'origine. Les étrangers, on ne les empêche pas de vivre au Congo. Les étrangers, ils ont tous les droits au Congo. D'ailleurs, regardez même les Ouest-Africains qui sont là, les Libanais, les Indiens. Ils sont dans les commerces. Tout ce qu'ils gagnent, ils repartent chez eux. Tout ce qu'ils gagnent, ils repartent chez eux. Mais regardez la diaspora congolaise qui vient en Europe. Elle vous envoie $1 milliard chaque année au Congo. Le quart du budget congolais. Ces gens-là travaillent dur en Amérique, en France, au Canada, en Belgique, partout. Mais tout ce qu'ils gagnent vient ici. Et pour parler de la Congolie. Donc vous avez l'impression que Tchani est mal compris? Tchani est mal compris parce qu'on lui cherche la petite bête pour rien. Envoyé par l'IDPS. Il n'invente pas ce qu'il dit, Tchani. Je vous ai cité le cas de Moulouba s'installant chez le Bayombe. Il n'invente rien. Mais tous ces pouvoirs, tout ce qui ont dirigé ce pays, où il y avait plein d'étrangers, en le cas de Mobutu, vous vous rendez compte, Mobutu qui nomme un Rwandais directeur de la présidence. Et il fait un discours en disant c'est un garçon intelligent. Comme si à l'ONU à l'époque, il n'y avait pas de Zaïrois aussi intelligent que M. Bissengimana. Donc, l'arrivée des Rwandais au Congo a commencé avec Mobutu. Vous comprenez ça? Accentué avec l'AFTEL. Tous ceux qui ont dirigé ce pays-là ont mené la vie dure à la diaspora congolaise de l'Europe et d'Amérique et d'ailleurs. Alors que c'est cette diaspora qui a toujours continué à soutenir l'économie domestique. Quand quelqu'un envoie de l'argent, même à sa propre mère au Congo, cette mère va acheter chez un détaillant, le détaillant chez le grossiste, la chaîne est maintenue. Vous comprenez ça? Mais quand cette diaspora congolaise, qui aide le pays, veut venir au Congo, tous ceux qui ont dirigé ce pays avec leur discours-là, leur mènent la vie dure. Depuis le pays étranger, il faut un visa. Payer cher, pas sûr de l'avoir. Ils arrivent ici, ils sont taxés de Belges, de Français, etc. Alors que dans notre Assemblée nationale, il y a plein d'étrangers. Alors que dans nos ministères, il y a toujours eu plein d'étrangers. Moi, je vais vous citer une petite anecdote. Une petite anecdote, je suis par là. J'ai voyagé un jour avec un blanc, un français. Comme par hasard, à mes côtés. Kinshasa, Paris. Comme par hasard, on a sympathisé. Le type me dit, avant j'étais très embêté ici, mes affaires ne tournaient pas bien. Mais j'ai eu une idée, je me suis tapé une pute dans la boîte de nuit, je l'ai épousée. Je la gâte avec des bijoux. Une pute congolaise? Oui, une pute congolaise dans la boîte de nuit. Alors, je la gâte avec des bijoux, de l'habillement, tout ça. Mais maintenant, je suis tranquille, j'ai le passeport zaïrois. Et je vais vous dire, on arrive à Roissy-Charles de Gaulle, il faut voir les agents de la DGM, enfin, de l'immigration. Quand vous êtes noir, vous venez là, ils prennent votre passeport, visage fermé, ils vous fixent pendant plusieurs secondes pour vous intimider. Après, ce monsieur, comme je suis avec lui, on a bien sympathisé, je passe, je l'attends, il a juste sorti quel passeport? Français. Le passeport français. Il m'a montré les deux, français et zaïrois. Il a sorti le passeport français. Le policier ne l'a même pas ouvert. Avec des grands sourires, bon séjour en France, monsieur. Vous comprenez ça? La nationalité, c'est une notion qui nous vient d'ailleurs. Aucun Africain ne peut me traduire le mot nationalité, ni en lingala, ni en kikongo, ni en tchouba, ni en aucune langue. Ceux qui ont mis sur pied ce concept de nationalité, les Blancs en Europe, le comprennent mieux que nous et le gèrent mieux que nous. Ils n'emmerdent jamais leurs enfants parce qu'ils ont pris notre nationalité d'ailleurs. Ici, chez nous, on parle de l'exclusivité de la nationalité,
nationalité congolaise. Et une et exclusive. Ah, mais celui qui lit ce texte-là a sa nationalité belge, canadienne, américaine cachée dans sa poche. Il siège à l'Assemblée nationale, il est Premier ministre, etc., etc. Est-ce que vous voyez tout de même la mauvaise foi de la population africaine, en particulier congolaise? Donc, Tchani, je me joins lui, moi, je ne vois pas pourquoi on permettrait à un étranger de diriger le Congo. Et je demande à Prince Ebenge si dans son parti, il n'y a que des leaders qui soient d'origine douteuse. Il y a des Congolais dans votre parti qui soient de père et de mère d'origine congolaise. Pourquoi on ne donnerait pas les chances à ces gens-là? Pourquoi défendre ceux qui sont d'origine douteuse? Vous pouvez réagir tout comme pas, mais on évolue. Vous avez dit c'est de la diversion. En même temps, il se passe des choses au niveau de l'Assemblée nationale, de façon sournoise. On parle congolité, Noël Tchani, les FCC et l'UDPS se partagent la scène. Effectivement. Mais je voudrais lui dire qu'il a cité Frantz Fanon dans son ouvrage Ono à masque blanc. Et je vais lui citer également Sédar Senghor, qui voyait dans la diversité une opportunité pour chaque État. La diversité est une richesse dont le Congo ne peut pas se permettre de s'en passer. La diversité d'idées, la diversité des langues, la diversité des races, la diversité d'opportunités. Je vous l'ai dit qu'on peut être Congolais des pères et des mères et être en même temps traître à la nation. 60 ans après l'indépendance, ceux qui ont dirigé le pays à 99% ont été des Congolais. Où est-ce qu'on a laissé notre pays? Peau noire, masque blanc. Où est-ce qu'on a laissé notre pays? Le pays est là où il est aujourd'hui. C'est lui qui gouverne aujourd'hui, lui-même. Je vous l'ai dit, si vous poussez les pions un peu plus loin, vous verrez que Félix Tshisekedi était Congolais à 50%. Mais non, c'est faux, totalement faux. Là, je peux vous répondre tout de suite. Sa mère serait venue d'où? Totalement faux. Ah oui, c'est un débat. C'est un débat. C'est une boîte à Pandore. Oui, Tshisekedi était un Congolais de père et de mère. Mais ce qui n'est pas le cas dans l'autre camp. Écoutez, je crois qu'il faut éviter des lois iniques et injustes. Ne faisons pas des lois sur mesure, car on a taillé la Constitution à la taille de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Voyez-vous, la loi doit toujours avoir un caractère général et impersonnel. Et ça vise. J'ai vécu avec Pierre-Jacques Chaloupa dans ces pays. Oui. J'ai vu comment cet homme s'est battu. Son père était portugais, sa mère grecque. Oui. Il est né à Kalundu à Uvira. C'est qui? Il est né à Kalundu à Uvira. Il est né à Kalundu à Uvira en 1948. J'ai vu Chaloupa faire des marches ici pour Tshisekedi. J'ai vu combien de fois Tshisekedi l'a réussi à la 10e rue. Je l'ai vu, inhaler des gaz lacrymogènes. Je me rappelle une marche avec Jacquemain Chabani, président du Martin Fayulu à l'époque. Chaloupa était à 2 doigts de perdre sa vie pour le Congo. Et pourtant, il y a des Congolais qui détournent, des Congolais des pères et des mères, qui détournent l'argent du Congo et qui vont avec cet argent à l'extérieur. Donc, ces débats-là, ne les calquons là, non, c'est pas qui. Non, je suis convaincu que autant on peut être gouverneur en ayant un papa congolais et maman, je ne sais pas si belge ou espagnol, tout ça, autant on peut devenir président. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, tiens, moi je suis d'avis que si on a, ça c'est mon avis personnel et l'avis de mon parti, ADD Congo, le minimum qu'on peut exiger, c'est d'avoir soit un père, soit une mère qui soit congolais ou de nationalité congolaise. Mais avant tout, on regarde le passé de la personne, on regarde les liens, parce que aimer le Congo ne se décrète pas. La qualité de son cordon ombilical. Voilà. C'est les actes également qu'on pose envers sa nation. Il y a là-dedans le cordon ombilical a déjà été coupé. Voilà. Depuis longtemps. Et il y a des actes également. Lui connaît mieux la France que moi. J'ai vu quand même certains Américains qui ont donné pour certains une jambe, pour certains un pied pour libérer la France. Comment on les a adoptés. Mais pourtant, il y a des Français, des pères et des mères, qui ont collaboré avec l'ennemi. Moi, je voudrais qu'on distingue, qu'on analyse, plutôt que d'aller dans des principes qui ne tiennent pas. Il me parle de 1880, 1910 ou du 14e, 15e siècle. Nous sommes
à l'ère de la mondialisation. Ce que fait la force de l'Amérique aujourd'hui, des États-Unis, je voulais dire, c'est ce qu'on appelle le melting pot, la diversité. La communauté hispanique, la communauté noire, la communauté d'origine européenne ont fait la force des États-Unis aujourd'hui. Et vous n'allez pas me dire que oui, parce que vous êtes noir, parce que l'Amérique est d'origine blanche, ou je vais dire quoi, indienne, les Noirs ne peuvent rien apporter. Oui, mais aujourd'hui, on voit, Obama est devenu président, son père est venu du Kenya. On voit Kamala Harris, qui, la mère est venue de Jamaïque, le père est venu de l'Inde. Donc c'est cette diversité, cette richesse-là qui fait la diversité. Le métissage culturel est important, comme Sédar Senghor l'a dit. Alors, ne privons pas au Congo ces opportunités, cette richesse-là que les métis peuvent amener. Je vois les enfants de Chaloupa ici, qui sont des métis, qui étudient, qui aiment le Congo, et demain vous leur dites, non mais écoutez, il y a des fonctions que vous ne pouvez pas diriger. Ces fonctions-là sont gardées aux Congolais des pères et des mères, alors que certains de ces Congolais seraient des criminels, seront des escrocs. Non, je crois que c'est un débat inutile que l'IDP se fait vous amener pour nous dire. Alors, je reviens sur la question que moi je pense, la question d'une importance absolue, c'est la question de la CENI. Pour ne pas aller trop loin, je vais dire aux Congolais comment Félix et son partenaire Kabila, qui sont toujours ensemble, sont en train de planifier la fraude en 2023. Déjà. Félix a compris qu'il a échoué, il est condamné à échouer. Sachant qu'il a trahi le peuple et que le peuple congolais ne le pardonnera jamais d'être mis dans une relation politique avec Kabila, dans son dos, sachant que sur le plan social, économique et sur le plan sécuritaire, il a échoué, il est condamné à échouer parce qu'il n'a aucune vision pour le pays, Félix planifie déjà la tricherie avec la fameuse loi Lutundula qui a été déjà adoptée à l'Assemblée nationale depuis le vendredi et qui donne, et la répartition, je vais vous la lire, président de la CNI, société civile, premier président de la CNI, premier vice-président de la CNI est donné à l'Union Sacrée ou à l'IDPS, deuxième vice-président de la CNI est donné à Kabila ou au FCC, rapporteur de la CNI est donné à l'Union Sacrée ou à Félix, rapporteur adjoint de la CNI à l'IDPS ou à Félix, questeur de la CNI à Kabila ou au PPRD ou au FCC, questeur adjoint à l'Union Sacrée. Une telle CNI. Et où est la Mouka? Non, la Mouka, on nous a donné aucun poste, nous ne sommes nulle part. Dans tous les cas. Parce que vous n'êtes ni dans l'opposition ni dans la majorité. Non, pas ça. Vous êtes dans la résistance. Pas ça. Parce que la Mouka avait dit, comme disait Albert Einstein, on ne peut pas faire les choses de la même manière, dans les mêmes conditions, et s'entendre à un résultat différent. En 2006, on avait partagé la CNI entre l'opposition et la majorité. Les élections de 2006 entre Bemba et Kabila ont fini par un bain de sang. En 2011, on a partagé la CNI entre soi-disant l'opposition et la majorité. Vous connaissez qu'il y a eu des morts après la contestation des élections de 2011. En 2018, on partage soi-disant la CNI entre l'opposition et la majorité, mais en réalité, c'est Kabila qui avait tout. Vous savez que non, il y a eu contestation en 2018, il y a eu des morts à Kinshasa et dans d'autres provinces. Et voilà, c'est comme si on ne tire jamais les leçons de notre passé. On vient encore nous dire que non, la CNI doit être partagée entre l'opposition et la majorité. Et là, on donne à Kabila et le FCC des délégués à la CNI, à Félix 4 délégués au bureau de la CNI, pour que ces délégués-là puissent organiser les élections de 2023. Pour répéter encore les mêmes résultats de 2018, les mêmes résultats de 2011 et de 2006. La Mouka avait dit... C'est de la fraude planifiée. C'est de la fraude bien planifiée, bien préparée, pour que demain, on puisse conduire Félix comme président de la République et donner à Kabila 200, 300 députés. Mais quel compte maintenant faire la Mouka? La Mouka avait fait preuve de bonne foi. La Mouka avait dit, j'ai gagné les élections. Vous m'avez volé la victoire. Nous n'allons pas brûler le pays. Nous utilisons la sagesse de Salomon. On laisse le pays continuer. Mais au moins, on vous demande une chose. Venons autour d'une table. Faisons les réformes dans un cadre consensuel. Appelons toutes les confessions religieuses. On a appelé Papa Mbongo. On a appelé Papa Bokundo de l'église de Kiso Congo. On a appelé les chefs de l'église de Kimbangiste.
On a appelé les chefs de l'église musulmane. On a appelé l'église orthodoxe. On a dit, faites-nous asseoir autour d'une table. Comme la CENI est une institution du peuple, nous voulons que cette fois-ci, tous les politiciens puissent être en dehors de la CENI. Ce que nous avons appelé au sein de la MOUCA, la dépolitisation de la CENI. Dépolitisation de la CENI. Comment pouvez-vous comprendre que dans une compétition où Vita est engagé, Dering est engagé, Mazembe est engagé, on demande à Vita qu'un de ses joueurs puisse devenir l'arbitre. Cette compétition-là, Vita peut la perdre. Non. Comment voulez-vous que nous allons aux élections 2023? Félix a constitué une équipe. Fayoulou constitue une équipe. Peut-être Chadari ou je ne sais pas si Mo va constituer une équipe. Et on nous dit que dans cette compétition-là, c'est Félix qui va être l'arbitre. Ou un membre de l'IDPS qui va être l'arbitre. Cette compétition-là va finir bien. Voilà là où nous vous disons que Félix est en train de mettre le pays en danger. Nous disons ceci. On ne peut pas répéter les erreurs du passé. Nous disons, voilà notre proposition au sein de la MOUCA. Dépolitiser la CENI. C'est comme ça que vous avez vu les présidiums de la MOUCA, à savoir le président élu Martin Fayoulou, Adolphe Muzito, ont proposé une loi. C'est un acte de bonne foi, de bonne volonté pour dire, on nous qualifie des extrémistes, on nous qualifie des durs. Nous disons, voilà, nous aimons tous le pays. Félix, nous sommes ouverts aux discussions. Chada, je ne sais pas qui, nous sommes ouverts aux discussions. Est-ce qu'on peut laisser le bureau de la CENI être dirigé que par les confessions religieuses? Il y en a 8. On dit les 8 confessions religieuses s'organisent pour diriger la CENI. Mais c'est ce qui s'est fait. Non, non. Là, le bureau de la CENI est dirigé par 6 membres qui sont des partis politiques de l'IDPS et du FCC. Seul. La confession religieuse n'a que la présidence. Donc, vous savez que normalement, le président de la CENI n'est qu'un porte-parole. C'est le vice-président qui fait le travail. Comme en 2018, Nanga était manipulé par Basengezi, qui était le vice-président, qui était du PPRD. Sorti des rangs du PPRD. C'est exactement la même configuration qu'il veut reproduire. La CENI, exactement. Comme avec Mbosso. Mbosso n'est rien à l'Assemblée nationale. C'est Kabounde qui dicte tout. Et je vous l'ai dit, il prépare un bain de sang en 2023. Je répète, je regarde la caméra, Félix et Kabila prépare un bain de sang en 2023. Parce que... Pas de prophétie de malheur. Non, mais c'est... Non, je reviens. Non, ce n'est pas une prophétie. L'homme prudent voit le mal de loin. Nous disons que ça ne passera pas. Le peuple congolais n'est pas prêt à voir en 2023 un autre président nommé comme on a nommé Félix en 2018 et des députés nommés. Donc nous en appelons à la communauté nationale, aux églises d'intervenir maintenant. Sinon ce sera trop tard parce que nous préparons. Nous serons dans la rue dans quelques jours et je voudrais vous dire que advienne qu'elle pourra. Au moment où il y a un vrai faux débat entre guillemets sur la congolité, voilà ce qui se passe à l'Assemblée nationale et on n'en parlait pas. L'enjeu visiblement ici, c'est le contrôle de la CENI en répétant les mêmes erreurs d'après Prince Ebenge de la MOUCA. Alors, juste un mot sur ce qu'il a dit précédemment, sur le monde est un village. Planétaire. Village planétaire. Alors, cette notion du monde, village planétaire, c'est une très grosse naïveté chez les Noirs. Où est-ce que vous voyez que le monde est un village? Combien d'États africains siègent à l'ONU? Combien d'États africains siègent au G7? Combien d'États africains participent à la prise de décision qui dirige le monde? Le monde n'est pas un village, mon ami. Le monde démontre ce qu'il est. Les Américains, les Européens, tous ces gens-là, quand ils étaient à peu près au niveau où nous sommes, ils étaient complètement verrouillés. Ils ne pouvaient pas te parler du métissage, de rien. Impossible. Toutes les portes fermées. Aujourd'hui qu'ils ont toutes les structures bien mises en place. Des armées fortes. Ils ne peuvent rien craindre. Même si tu es noir, tu es né en France, aux États-Unis d'Amérique, même si tu deviens chef d'État américain comme l'État Obama, tu ne feras rien contre l'Amérique parce que tout est verrouillé partout. Vous avez vu Obama, c'est la CIA qui contrôle Obama. Quel pouvoir Obama avait en Amérique? Vous comprenez ça? Alors, nous ne pouvons pas, nous, qui sommes des États fragiles, très très fragiles, hein, passoires, on y rentre comme on veut. Les États-Unis d'Amérique, depuis chez eux,
ils peuvent nous voir où nous sommes là, en train de débattre. Là, ils nous voient. S'ils veulent nous voir, depuis les Indes d'Amérique, ils nous voient comme nous sommes là, en direct, en ce moment même. Et s'ils veulent nous tirer une boule au-dessus de la tête, là, ils la tirent. Hein. Donc, le monde n'est pas un village planétaire. Il n'y a que les Noirs qui croient en ça. Nous ne sommes rien, tout le monde nous domine. Pour devenir ce qu'ils sont, commençons par nous verrouiller nous aussi, mettre de la sécurité dans nos États. Nous nous développerons. En ce moment-là, alors, nous pourrions parler d'égal à égal avec les autres. Mais pour l'instant, ça ne vaut rien. Alors, revenons... Contrôle de la sécurité. Juste un mot sur Maman Kassalou, la maman de Fathi. Alors, je vous le dis, beaucoup de gens font de confusion dans leur tête. La maman de Fathi. La maman du président Fathi. La femme d'Étienne. Voilà. Si vous allez à Tchikapa, dans le Grand Kasaï, il y a des frontières avec l'Angola. Vous comprenez ça? Et il y a plein de Kasaïens qui font du va-et-vient Angola, Kasaï, Angola, Kasaï. Et avec la porosité de nos frontières. Vous comprenez ça? Donc, un Kasaïen peut aller naître en Angola, il y vit. Vice-versa. Vice-versa. Et il revient au Congo, il y a un Angolais venu au Congo. Cette histoire-là, c'est une histoire à dormir debout. Fathi, c'est un vrai fils congolais, d'origine, de père et de mère congolaise. Et ça se voit d'ailleurs. Même ses grands-parents. Ça se voit d'ailleurs. Ses grands-parents aussi sont congolais. Enfin, je n'irai pas jusque-là, je m'arrêterai à ses parents. Ça se voit d'ailleurs par les actions qu'ils posent. Hein. Depuis 60 ans que ce pays est indépendant, depuis 60 ans, on n'a jamais vu un ministre, un PDG, un blanc gestionnaire avoir peur de mettre la main. Non, Mouzé l'a fait. Dans le sac. On l'a vu avec... Ce que Mouzé faisait, c'était de la dictature. Tout simplement, ce que Mouzé faisait, c'était sous la dictature. C'est déjà vu. Il pouvait arrêter un, laisser passer 10. Mais là, il y a... comme ça que ça là, il y a... Non, ça ne se passe pas comme ça. Là, il y a un système mis en place, une justice indépendante qui peut poursuivre n'importe qui. C'est la première fois, non seulement au Congo, mais aussi en Afrique, que ces choses-là se passent. Alors, allons à la CENI. Oui. La caractéristique principale des Africains, des Noirs, c'est toujours se plaindre. Le Noir n'est jamais responsable de rien. Ou c'est Dieu qui lui envoie les misères et la mort, ou c'est le voisin, ou c'est le neveu qui l'ensorcelle. Le Noir ne prend pas ses responsabilités. Dans tous les pays noirs dans le monde, chaque fois qu'il y a des élections, il y a toujours contestation. Et cette contestation ne prend jamais fin. Vous pensez qu'il n'y a pas de tricherie en Europe? Il y en a eu tout le temps, en Europe, en Amérique. Mais ces gens-là se respectent. Ils écoutaient, mon gars, tu as perdu, laisse tomber, celui qu'on a choisi va diriger. Prépare ton tour. Les dernières élections aux États-Unis, Trump a failli Est-ce résister. que vous avez vu ce... Mais bien sûr, il a contesté jusqu'au bout. Jusqu'aujourd'hui. Voilà. Mais aucun blanc ne prendra une arme pour aller tuer les gens parce qu'on lui a pris les élections. Comme Prince Ebeng vient de dire, il y aura bain de sang. Ça, c'est terrible. Ça c'est terrible. Alors là, il n'y a pas d'amour du Congo. Parce qu'on a entendu déjà Mozito et Fayoul qui disaient nous allons tout faire pour empêcher les investisseurs de venir au Congo. C'est dans la même logique. C'est dans la même logique, c'est manque total d'amour de son pays. Alors, les gens sont au pouvoir. Nous avons une Assemblée nationale. Nous avons un Parlement. Ces gens-là ont voté la loi qui est en train de critiquer. J'ai suivi un petit peu. 336 députés sur 337 ont dit oui. Un seul a dit non. Mais vous allez toujours contester. Vous promettez d'embraser les pays. Prince Ebeng nous parle des communautés religieuses. Mais qui est-ce qui a dirigé les élections en 2006 et en 2011? Ce sont pas des religieux. Les pays que vous citez comme faisant partie du village mondial, les Européens ont décrété la séparation entre l'Église et l'État au XVIe siècle. Avant, c'était le roi qui décidait, le clergé qui décidait. XVIe siècle, Renaissance, toc, les Européens ont dit, désormais, il y a séparation entre l'Église et l'État. Et jusqu'aujourd'hui, l'Église ne met plus jamais son petit doigt dans les affaires de l'État en Europe. Vous avez vu d'ailleurs les grands seigneurs cardinaux catholiques traîner devant les vents accusés, certains foutus en prison en Amérique, en Australie, en France, partout. Pourquoi? Parce qu'ils sont, comme tous les humains, traités comme tout le monde. Mais pourquoi en Afrique, et en particulier au Congo, il faut toujours recourir aux confessions religieuses? Dans la Constitution, on nous dit que le Congo, c'est un pays laïque. Ah, moi, je ne comprends pas. Ces confessions religieuses, c'était un arrangement particulier de samedi. Ça revient à la société civile. Mais non, mais pourquoi les religieux? Les religions doivent porter leur soutane ou leur blouse blanche, j'en sais rien, prier leur Dieu pour qu'ils puissent aider le pays, mais pas se mêler des affaires politiques. Non, jamais. Les affaires politiques, d'ailleurs, dans ces pays-là, en Europe, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais ici, on dit que le ministère de l'Intérieur
va organiser les élections. Très politique. Prince Bengue va se lever. Non, 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 c'était UDPS. Il va tricher. Vous voyez que l'homme noir ne peut pas se faire confiance. Il ne veut pas faire confiance à ses frères. Dans ces conditions, on ne se développera jamais. Faisons confiance à nos institutions que nous avons mis sur place. Si moi j'étais vous, avec la MOUCA, je me battrais pour gagner le plus d'adhérents possible à la MOUCA, devenir un jour majoritaire et gagner les élections. J'ai l'impression que le monsieur vit dans un autre monde où il laisse des principes qui ne tiennent pas debout. Premièrement, quand on parle du monde qui est devenu village, il a pris ses qualificatifs au pied de la lettre. C'est une métaphore qui veut dire que dans un village, tout le monde connaît tout le monde. Ouais. Ça veut dire que le monde où nous sommes aujourd'hui, avec l'évolution technologique, tout le monde connaît tout le monde. Tout ce qui se passe en Amérique, en Europe, tout ce qui se passe au Congo, ça se sait, on connaît à temps réel. Et la vitesse avec laquelle l'information circule et tout ça. Donc, ça dit qu'il faut tenir compte des autres. Il faut accepter ce qu'on tolérait hier. À l'époque où il est né, je ne pense pas qu'on avait les téléphones. On envoyait une lettre, ça faisait des mois. Il y a des lettres qui arrivaient après une année. Mais là où il est, il peut contacter sa femme ou sa fille à moins de 2 minutes. À part moins d'1 minute. À part ça. Il peut même l'avoir en vidéo. Aujourd'hui, vous pouvez aller comme votre président, M. Félix, qui va demander de l'argent à la Banque mondiale presque chaque semaine. Vous parlez de la gratuité. C'est qui vous finance? C'est l'argent qui vient d'un gars d'Ajika? Non, ça vient de la Banque mondiale. La gratuité a été sabotée par des gens comme vous, s'il vous plaît, qui ont vidé les clés de la gratuité. Dans ce sens-là qu'on parle que le monde est devenu un village. C'est que nous sommes dans un monde où tout le monde connaît tout le monde. On peut aller partout en un temps record. Alors, je reviens à la question de la CNI. Il dit que, oui, mais les confessions religieuses ont toujours eu la CNI, regardez en 2011, en 2006. Mais je vous rappelle que ces mêmes confessions religieuses ont dit en 2006, ils ont pris les responsabilités en disant qu'il y avait eu fraude en 2006. Rappelez-vous qu'en 2011 également, il y a eu un communiqué officiel que c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba qui avait gagné les élections. Et les confessions religieuses avaient dit que les résultats de 2011 ne reflétaient pas la vérité des urnes. Cardinal Etio, allez-y, apparemment vous n'êtes pas suffisamment informé, certainement que vous venez de l'Europe, qu'en 2011 également, il y avait un communiqué de l'Église catholique rejetant les résultats publiés par Messengo et Mulunda. Que ce soit Cardinal Etio, que ce soit Cardinal Mosengo, y compris en Bongo, ont tous dit que les élections jusque-là ne reflètent pas ce qu'a été le vote du peuple. En 2018, nous partions voter. On a vu dans ce bureau ici à Limete, plutôt à Kinshasa. Vous allez dans un bureau. À 23h, lorsqu'on faisait le dépouillement, à la fin du dépouillement, Martin Fayoulou, 200 voix. Félix Tshisekedi, 95 voix. Chadari, 14 voix. Dans notre bureau, Fayoulou, 280 voix. Félix, 120 voix. Chadari, 68 voix. Mais quand on publie les résultats, celui qui sort avec 15% devient président. Quelle magie ont-ils fait? C'est là où on vous dit, s'il vous plaît, c'est là où on vous dit du mensonge. Que je comprends. Et là, on se demande, est-ce que c'était une erreur qu'on ait accompagné le DPS pendant tous ces temps? Non, c'est vous qui avez profité de l'aura de l'UDPS. Non. L'UDPS n'est pas le seul parti à s'être battu contre Mobutu. Le PALU également s'était battu. Bien sûr. D'ailleurs, le premier parti de l'opposition n'est pas l'UDPS, c'est le PALU. Et donc, je voudrais vous dire que même aux États-Unis, il y a fraude, mais pas dans la même proportion qu'au Congo. Qu'est-ce que vous en savez? Écoutez, vous avez vu Gore contre l'histoire. Vous avez vu les mallettes que la CIA a montrées. Vous venez de citer. En train de jeter les bulletins de gauche. Vous venez de citer Flat Fano aussi, non? Pardon? Comment vous avez lu Flat Fano? France Fanon. Peau noire, masque blanc. Moi également, j'ai lu Peau noire, masque blanc. Oui. Où on vous dit l'homme noir qui a été pendant une semaine en Europe et qui vient, un Congolais qui va en Europe, qui fait un mois et qui revient ici, dit moi, les chikwang, je ne mange plus. J'ai lu également Peau noire, masque blanc. C'est un cas. Comment tu l'as su? Ça, c'est un Comment cas tu l'as lu? Un cas sur un donc million. Vous demandez. Écoutez, un cas sur 1 million. Il y a fraude. Même en France, il y a également des candidats qui tentent de frauder. Mais ces gens-là ne sont plus
dans les mêmes conditions. Ici, c'est qu'il y a un mécanisme de fraude qu'on a en train d'institutionnaliser. Mais est-ce pour autant pour mettre un bain de sang? Écoutez, je vous ai dit ceci. Oui. Les élections de 2006, la fraude était organisée en 2006, le peuple a contesté, il y a eu bain de sang. En 2011, on prépare la fraude, il y a eu contestation, il y a eu bain de sang. En 2018, Kabila planifie la fraude, il y a eu contestation, il y a eu des morts. Même cause, produisant les mêmes effets, Félix Kabila vient de planifier la fraude en s'octroyant le bureau de la CENI en 2023, qu'il pleuve ou qu'il neige. Si nous allons avec cette CENI ici, il y aura fraude, il y aura contestation, quoi qu'il arrive, et il y aura des morts, certainement. C'est comme ça que je vous dis. Nous, la Mouka, nous disons non, 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 non. Il y a assez de morts comme ça. Évitons cela. Revenons dans ce que nous avons proposé. La proposition de la Mouka de dire le bureau de la CNI doit être dirigé par des religieux, ça veut dire quoi? On ne peut pas comprendre, comme je vous ai dit, que vous soyez à la fois juge et parti. Nous qui sommes des compétiteurs, laissons-nous dehors, soyons dehors. Laissons les églises diriger la CNI, nous serons dehors. Si Félix est sûr qu'il est populaire et qu'il peut gagner les élections, pourquoi veut-il préparer la fraude? C'est quelque part, Félix sait qu'il ne saura pas faire confiance. Voilà, il sait qu'il ne peut pas gagner. Il n'a jamais gagné en 2018. Il est incapable de gagner. D'ailleurs, je suis convaincu que si on va aux élections libres et transparentes, Félix serait incapable d'avoir 10% de voix. Ah bon? Déjà, de par son bilan. Non, mais le bilan, il faut attendre 2023. Oh, le bilan a mis chemin, il vous dit déjà qu'il a échoué. Mais il a encore 2 ans. Et 2 ans pourquoi? 2 ans de miracles. Pour démontrer quoi encore? Qu'il n'a pas pu démontrer dans les 2 ans. Donc, je vous l'ai dit. C'était donc votre contrairement à ce qu'il vous a dit, nous, au sein de la Mouka, nous disons, c'est une vaste blague. Mbosso et ses amis députés de l'Union sacrée ont fait preuve d'une légèreté, d'une irresponsabilité extrêmement grave. Notre peuple ne se laissera pas faire. Nous sommes pour la paix. Voilà pourquoi nous avons fait preuve de paix en proposant une loi de réforme en disant, écoutez, nous sommes entre nous Congolais. Vous avez volé la victoire, on vous laisse le pouvoir. Montrez-nous de quoi vous êtes capable. Sagesse des Salomon. Nous avons vu que vous êtes incapable. Là, vous répétez. Aujourd'hui, vous avez un membre de l'IDPS devant vous. Dites-lui combien d'emplois ont-ils créés pendant les 2 ans et demi. Ah, ça lui permet aussi de prendre la parole. 0. Vous lui demandez, monsieur, où en sommes-nous avec l'économie congolaise aujourd'hui? Rien du tout. La sécurité à l'est du pays. Rien du tout. Et là, il veut s'accrocher au pouvoir en se partageant la CNI. Qu'est-ce que les FCC peuvent venir faire encore dans le bureau de la CNI? Pour faire quoi? Si ce n'est pour préparer la fraude. La Mouka, nous demandons au peuple congolais de se mettre debout. Dans les jours qui suivent, nous serons dans la rue. Et nous disons, vous avez l'armée, vous avez la police, certainement vous allez les envoyer pour tirer sur les gens. Mais croyez-moi, s'il vous plaît, je ne suis pas là. Mobutu, vous, à votre époque, vous avez chanté Mobutu Santa Tomotombele. Vous, à votre époque, vous avez donné chanta Mobutu. Mobutu en avait fait, s'il vous plaît. Vous parlez, je n'interviens pas. Si les Santa qu'on avait octroyé à Mobutu, Mobutu en a fait combien? 32 ans seulement. Kabila est venu avec ses biceps ici, en disant, je contrôle l'armée, je contrôle la police. On a fini par déshabiller Kabila. Si vous l'IDPS, vous venez par la fraude, vous voulez vous pérenniser par la fraude, à vous partager la CENI comme vous l'avez fait avec Kabila hier. Croyez-moi, le peuple congolais est suffisamment intelligent. Le peuple congolais est suffisamment mûr. Il ne va pas vous laisser contrôler la CENI pour planifier la fraude. Nous allons vous arrêter net. Et dans les semaines qui suivent, nous allons convoquer le peuple dans la rue. Arrêtez d'abord de continuer à dire des mensonges aux Congolais que Fayulu avait gagné les élections. Parce que M. Fayulu a été incapable de sortir le moindre PV. Moi, j'ai été... Bien sûr. Je veux vous le dire. Nous avions 26 cartons de PV à la cour. Les images sont là. C'est les juges de Kabila qui avaient refusé qu'on lise les PV. La Mouka avait amené 26 cartons de PV. Un carton par province. Pour prouver au monde combien Fayulu avait eu. Mais c'est Kabila qui avait mis une arme dans le fond de Nanga pour que Nanga donne pas les révélations. Et Nanga fait des révélations auprès des 3 diplomates américains.
Au lieu de montrer vos PV, vous avez continué à répéter, on n'a pas affiché les résultats, on n'a pas affiché les résultats. Donnez-nous les résultats bureau de vote par bureau de vote. Jusqu'aujourd'hui, vote n'a été incapable. La loi dit que quand vous publiez les résultats, il faut donner bureau de vote par bureau de vote. 3 ans après les élections, il n'y a aucun résultat jusqu'aujourd'hui. Dans chaque bureau de vote, après les élections, qu'est-ce qu'on fait? On signe les PV. Et on les publie. Un parti comme le parti de Fayoulou vous n'avez jamais publié. Ne pouvait pas manquer de témoins dans ces bureaux de vote. Et quand on signait les PV, chaque parti repartait avec ses PV signés. Mais M. Fayoulou et ses acolytes ont été incapables de fournir leurs PV, prouver qu'ils les avaient connus. Celui qui vous a lancé le fameux Cholet catholique, c'est le seul qui a dit qu'il Fayoulou avait gagné les élections. Aucune autre source sur laquelle les élections le même Cholet, l'église catholique, qui avait au départ dit qu'il y avait 30 000 même Félix sait que c'est Fayoulou qui a gagné les élections. Même mon aîné Félix sait que Fayoulou a gagné les élections. A été incapable avec l'église catholique de démontrer qu'il y avait 30 000 bureaux de vote témoignant que Fayoulou avait gagné les élections. Il n'y a que Cholet qui a balancé ce pavé dans la mare pour foutre le bordel dans le pays, qui s'est vite rétracté. Aucune preuve, rien du tout. Le ministre des Affaires étrangères français qui soutenait Fayoulou, parce que Fayoulou était le candidat de l'étranger, le candidat de la France. Non. Ce ministre des Affaires étrangères est revenu sur ce parole en disant M. Fayoulou a fou, c'était publié dans les journaux, sur les réseaux sociaux. M. Fayoulou connaît bien les résultats, mais pourquoi il continue à insister qu'il a gagné les élections? Ministre des Affaires étrangères français. Vous continuez dans vos rêves à insister à dire que vous avez gagné les élections. C'est totalement faux. Alors, vous parlez du bilan de Félix. Mais c'est incroyable, ça. C'est lui qui vous dirige là, ministère, comment il s'appelle, le compère de Fayoulou, l'ancien Premier ministre. Monsieur Mouzito. Combien d'emplois avez-vous créé? Vous savez ce qu'il a fait, Mouzito? Avez-vous créé? Il en a créé combien? Le bas de Moussel Village, non. tu viens de le dire, la Mouzito. Il s'est tapé. Il avait pièce contre pièce. Combien d'emplois avez-vous créé? Des centaines de conseillers Fayoulou. 3 ans au pouvoir avec Félix. Combien d'emplois créés? Un chiffre. Un simple chiffre. D'emplois créés par Félix. Il a été Premier ministre. Non, il a été ministre. C'est vous qui êtes au pouvoir, c'est pas Mouzito. Combien d'emplois avez-vous créé? Un chiffre simple. Mouzito a été. Je vous permets même de mentir. Combien d'emplois avez-vous créé avec M. Félix? 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune vision pour le pays. Mouzito a été ministre. À part les voyages. Premier ministre. Les Congolais ont besoin d'emploi. Ce monsieur n'a rien laissé au pays. Félix avait promis d'en créer 20 millions. On peut encore parler, dire du bien, au moins partiellement, de Matata Pognon. Est-ce que pouvez-vous m'aider? Dites-nous un chiffre pour qu'on vous vote en 2023. Combien d'emplois avez-vous créé? Regardez les caméras, dites aux Congolais. Félix a créé combien d'emplois pendant 3 ans au pouvoir? Alors écoutez-moi bien. Quand vous dites combien d'emplois, c'est que vous ne comprenez même pas comment on crée les emplois. Je n'ai pas un chef de Vous qui comprenez combien d'emplois avez-vous créé? Vous qui comprenez combien d'emplois avez-vous créé? Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. L'État met en place les. Il avait un programme décennal de 85 milliards de dollars. Il avait promis de créer 20 millions d'emplois. Si les 20 millions, combien a-t-il créé? Félix avait promis de créer 20 millions d'emplois en 10 ans. En 3 ans, combien en a-t-il créé? Le président Fati, 0. Fayoulou allait vous donner un bilan de 3 ans. Créer les conditions qui permettront aux entreprises de créer les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois, ce sont les entreprises. Mais